Arrête de blâmer le monde pour le désordre que tu portes en toi. Ce ne sont pas les gens, ni le travail, ni la malchance qui te privent de la paix. C'est le chaos interne que tu as laissé grandir en silence. Tant que tu ne mettras pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au moindre commentaire, à t'épuiser pour l'approbation des autres et à chercher des solutions externes à des problèmes qui ne peuvent être résolus que de l'intérieur. La plupart des gens vivent en pilote automatique, accumulant des ressentiments et des justifications, sans se rendre compte que le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans les habitudes qui nourrissent leur confusion et leur faiblesse. Le stoïcisme n'est pas un ornement philosophique, ni un ensemble de belles phrases à lire sur les réseaux sociaux. C'est une méthode implacable pour te regarder sans excuse et récupérer le contrôle que tu as donné à tes émotions, à tes impulsions et aux attentes des autres. Je te préviens, mettre de l'ordre en toi n'est pas agréable, c'est inconfortable et cela demande du courage. C'est comme arracher les racines pourries d'un arbre. Cela fait mal, mais si tu ne le fais pas, il continuera à t'affaiblir de l'intérieur jusqu'à ce que tu t'effondres. Ces 10 leçons ne sont pas des conseils doux, ni des mots pour te calmer. Ce sont des outils pour que tu arrêtes une fois pour toutes cette inertie qui te retient. Tu devras te taire lorsque ton ego voudra crier, apprendre à dire non lorsque ta faiblesse te poussera à céder, et arrêter d'attendre que les autres valident qui tu es. Le véritable changement commence lorsque tu te regardes dans le miroir et acceptes que personne ne viendra te sauver, que tout ce que tu as permis restera là jusqu'à ce que tu décides de l'affronter. Celui qui parvient à maîtriser son esprit n'a plus besoin de contrôler personne d'autre. Celui qui sait respirer avant de réagir et lâcher ce qui ne le définit pas cesse d'être l'esclave de son environnement. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui cherchent le confort, mais pour ceux qui veulent la force et la clarté. Si tu es prêt à l'écouter et à le pratiquer, tu découvriras que le véritable pouvoir n'a jamais été de changer le monde, mais de changer la façon dont tu l'affrontes. 1. Mets de l'ordre en toi pour maîtriser l'extérieur, mettre de l'ordre en soi. C'est comme entrer dans un atelier où les outils sont éparpillés sur le sol, rouillés les uns sur les autres, impossibles à utiliser quand on en a vraiment besoin. Celui qui vit avec l'esprit en désordre marche avec le même chaos. Pensées dispersées, émotions qui s'enflamment sans contrôle et une énergie qui se gaspille en ce qui n'apporte rien. Le désordre interne devient une prison invisible qui conditionne chaque mouvement. Tu essaies de construire quelque chose à l'extérieur, mais les fondations tremblent parce qu'il n'y a pas de solidité à l'intérieur. Et ainsi, le monde extérieur finit par refléter la confusion interne que tu portes avec toi. La première étape pour maîtriser l'extérieur est de prendre la responsabilité de nettoyer l'espace mental et émotionnel. Cela signifie apprendre à distinguer les pensées utiles de celles qui sont des déchets qui ne font que répéter de vieilles histoires. Tu ne peux pas aspirer à la clarté si chaque jour tu portes des culpabilités passées ou des peurs qui n'appartiennent pas au présent. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être un lieu d'ordre, un refuge en lequel tu peux avoir confiance. Marc Aurèle a écrit que notre vie est ce que nos pensées en font. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un avertissement. Si ton esprit est saturé de bruit, ta vie le sera aussi. Mettre de l'ordre en toi nécessite de la discipline. Il ne suffit pas de désirer la tranquillité. Tu dois entraîner ton esprit, comme on entraîne un corps. Chaque fois qu'une pensée t'entraîne vers le drame, demande-toi si cela dépend de toi de la résoudre ou si c'est juste une autre distraction déguisée en urgence. Cette simple pratique commence déjà à balayer la poussière accumulée en toi. Ce n'est pas un processus rapide ni confortable, mais c'est le seul chemin vers la vraie force. La clarté n'arrive pas par hasard. Elle se construit avec de petits actes d'autocontrôle, avec le courage de regarder en face ce que tu as évité pendant des années. Maîtriser l'extérieur ne signifie pas contrôler les autres, mais influencer la façon dont tu fais face aux circonstances. Si ton intérieur est un champ de bataille, chaque provocation extérieure t'entraînera. Si ton intérieur est en ordre, rien ne pourra te secouer au-delà de ce que tu décides.
L'ordre interne transforme les problèmes en défis gérables, les critiques en opinions étrangères et l'échec en leçons qui renforcent. Mais si tu ne nettoies pas ton esprit, chaque obstacle sera un mur insurmontable. Chaque parole étrangère se sentira comme une blessure et chaque difficulté se transformera en excuse pour abandonner. Commence par le simple. Consacre un temps quotidien au silence, non pas comme une évasion, mais comme un espace d'observation. Note tes pensées, classe-les. Reconnais celles qui renforcent ton but et celles qui le sabotent. Examine les émotions qui surgissent le plus souvent et ce qui les déclenche. Tout comme un guerrier nettoie son épée avant la bataille, nettoie ton esprit avant de sortir dans le monde. L'ordre n'est pas atteint en une seule fois. C'est un exercice constant de révision, d'ajustement et de recentrage. Le chaos externe ne cessera jamais d'exister, mais si tu as de la fermeté en toi, le bruit de l'extérieur perd de sa force. Le véritable pouvoir n'est pas d'éviter le désordre du monde, mais de ne pas permettre à ce désordre de pénétrer en toi. Quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Et quand ton intérieur devient un terrain solide, l'extérieur cesse d'avoir la capacité de te briser. C'est la première leçon. Mets de l'ordre en toi et le reste de ta vie commencera à s'aligner avec clarté et force. 2. Lâche les mots qui ne te définissent pas. Les mots sont comme des graines que tu lances sur le terrain de ton esprit. Certaines fleurissent et te renforcent, d'autres empoisonnent le sol et ne laissent rien de bon pousser. Beaucoup de ces mots ne sont pas les tiens. Ils t'ont été laissés par des personnes qui t'ont jugé, des étiquettes que tu as acceptées en silence, des insultes auxquelles tu as fini par croire. Tu portes depuis des années des phrases qui n'auraient jamais dû devenir ton identité. Chaque fois que tu te répètes que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas ou que tu échoues toujours, tu arroses une mauvaise herbe qui étouffe ce que tu pourrais vraiment devenir. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce qui ne dépend pas de nous. Et l'une des choses qui nous appartient le moins est l'opinion des autres. Cependant, nous donnons souvent plus de poids à ces mots qu'à notre propre voix. Ce que d'autres ont dit de toi quand tu étais enfant, un commentaire lancé à un mauvais moment, une critique déguisée en conseil, tout cela reste flottant dans l'esprit comme si c'était la vérité. Il est temps de commencer à le lâcher. Tu ne peux pas avancer tant que tu continues à traîner les échos de ce que quelqu'un d'autre a décidé de dire sur toi. Lâche les mots qui te maintiennent enchaîné au passé. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise, ni la faiblesse que tu as eue. Tu n'es pas non plus l'éloge vide que l'on t'a fait pour te manipuler. Chaque étiquette acceptée sans questionnement est un fardeau qui vole de l'espace mental. Demande-toi d'où vient chaque affirmation que tu répètes sur toi et décide si elle mérite une place dans ton présent. Cet acte n'est pas seulement psychologique, c'est un exercice de pouvoir. Tu récupères le droit de te définir toi-même. Pour le pratiquer, prête attention à ton dialogue interne. Chaque fois que tu remarques une phrase négative se répétant dans ta tête, arrête-toi et questionne-la. Est-ce un fait ou juste une interprétation ? Te renforce-t-elle ou t'affaiblit-elle? Si elle n'ajoute rien à ta croissance, ne la prononce même pas pour toi. Changer la façon dont tu te parles à toi-même est l'une des habitudes les plus stoïciennes que tu peux adopter. Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées. Si tes pensées sont faites de mots nuisibles, n'espère pas trouver la paix, ni la clarté. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, ni inventer un faux optimisme. Cela signifie remplacer les phrases qui sabotent ton caractère par des rappels qui te maintiennent ferme. Ne dis pas « je ne peux pas faire face à cela ». Dis « je suis encore en train d'apprendre à y faire face ». Ne dis pas « j'échoue toujours ». Dis « chaque tentative me forme pour m'améliorer ». Les mots que tu choisis ne changent pas les faits, mais ils déterminent la façon dont tu les affrontes. Il est également nécessaire de fixer des limites au langage que les autres utilisent avec toi. Si quelqu'un insiste pour te rabaisser avec ces mots, tu n'as pas à l'accepter ni à rester silencieux. Le stoïcisme ne propose pas de supporter les humiliations. Il propose d'agir avec dignité et maîtrise de soi. Protéger ton esprit signifie aussi fermer la porte à ceux qui tentent de le remplir de poison.
Rappelle-toi que chaque mot peut être une ancre qui t'attache à la douleur ou un échelon qui t'élève vers la force. Lâche ceux qui ne te définissent pas, même s'ils t'accompagnent depuis des années. Ce que tu es aujourd'hui est construit avec les phrases que tu décides de croire et de répéter. Un langage propre crée une pensée claire, et une pensée claire forge une vie plus solide. La paix intérieure commence par cesser de nourrir l'esprit avec des voix étrangères qui n'auraient jamais dû avoir de pouvoir sur toi. 3. Le silence conscient est ta meilleure défense. Le silence est comme un mur construit en pierre solide. Il ne fait pas de bruit, mais il arrête la tempête qui tente d'entrer. Toutes les attaques ne viennent pas avec des cris. Beaucoup arrivent sous forme de provocations subtiles, des mots qui cherchent à allumer ta colère ou à te distraire de ce qui est important. Si tu réponds à chaque flèche verbale qui est lancée vers toi, tu finis épuisé, épuisant ton énergie dans des batailles qui ne valent pas la peine. Le silence conscient n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est le bouclier qui te protège de ce qui ne mérite pas une réponse et te rappelle que tu n'as pas à participer à tous les conflits auxquels on t'invite. Celui qui ne maîtrise pas le silence vit à la merci de ses impulsions. Un regard offensant, une critique injuste, une blague mal intentionnée suffisent pour l'allumer. Mais quand tu apprends à rester silencieux avec intention, quelque chose change. Le pouvoir se déplace vers toi, pas vers le provocateur. Il ne s'agit pas de se taire par peur ou de permettre l'abus, mais de choisir quand parler et quand le silence est plus fort que 1000 mots. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle est un signe de sagesse, et il n'y a pas de plus grande démonstration de contrôle que de résister à la tentation de réagir à l'insignifiant. Le silence conscient est aussi un espace d'observation. Alors que d'autres se précipitent pour répondre, tu écoutes, analyses, perçois ce qui se cache derrière les mots. Celui qui garde le silence voit plus clairement les véritables intentions des autres, car il n'est pas occupé à se défendre ou à contre-attaquer. Souvent, le silence révèle ce que les mots cachent. Peur, insécurité, manipulation. Pratiquer le silence ne signifie pas se déconnecter du monde, ni devenir indifférent. Cela signifie prendre soin de ta paix comme quelque chose de sacré, décider que tu ne donneras pas ton énergie à tout ce qui te provoque. Tu peux commencer par observer tes propres conversations. Demande-toi si ce que tu vas dire construit quelque chose ou ne fait que nourrir l'ego. Si ce n'est pas utile, ne le dis pas. Cette habitude, simple mais exigeante, commence à nettoyer le bruit qui consume ton esprit. Le silence conscient est aussi une façon de freiner l'ego. Nous parlons souvent pour impressionner, pour nous défendre contre les critiques, pour prouver que nous avons raison. Dans cet élan, nous cessons d'écouter et nous réagissons avec des mots que nous regrettons ensuite. En te taisant, tu ne perds pas d'autorité, tu la gagnes. Tu deviens maître de ce que tu dis parce que tu ne parles plus par impulsion, mais par choix. Souviens-toi que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le plus grand acte de force est de ne pas nourrir un conflit qui ne mène nulle part. Le silence, bien utilisé, peut désarmer l'agresseur et montrer clairement que tu n'es pas disponible pour des jeux mentaux. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais le jugement que nous avons d'elles. Le silence te permet d'arrêter ce jugement et de ne pas réagir à partir de l'émotion, mais de la raison. Fais du silence une habitude quotidienne. Consacre des moments à être seul, sans distraction, à écouter ce qui se passe en toi. Cet exercice renforce ton esprit, car tu apprends à tolérer le vide sans chercher à le remplir avec des mots inutiles. Avec le temps, tu remarqueras que les provocations perdent de leur pouvoir, que les insultes rebondissent sans te blesser, que tu n'as pas besoin de te justifier dans chaque situation. Le silence conscient n'est pas l'absence de voix, c'est la présence de contrôle. Il t'apprend que le véritable contrôle n'est pas de crier plus fort, mais de ne pas laisser le bruit extérieur déterminer ta paix. Quand tu comprends cela, tu découvres que le silence ne défend pas seulement ta tranquillité, il projette aussi une force que personne ne peut briser. 4. Respire avant de réagir et surmonte l'impulsion. L'esprit humain est comme un lac tranquille à l'aube. Si tu lances une pierre, l'eau se trouble et les vagues se propagent sans contrôle. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions.
Il suffit d'un commentaire blessant, d'un regard provocateur ou d'une mauvaise journée pour que le lac intérieur perde son calme et réponde par des vagues de colère ou d'anxiété. Cependant, la pierre n'a pas de pouvoir en elle-même. Ce qui provoque le chaos, c'est la réaction excessive à sa chute. Apprendre à respirer avant de réagir, c'est comme décider de ne pas laisser chaque pierre briser la tranquillité de ton eau intérieure. L'impulsion est rapide et traître. C'est cette étincelle qui allume une dispute inutile, qui te fait écrire un message que tu regrettes ensuite, qui te pousse à prendre des décisions sans penser aux conséquences. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas la contrôler parce qu'ils confondent rapidité avec inévitabilité. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réaction, il y a toujours un espace, et cet espace peut être entraîné. C'est là qu'intervient la respiration consciente, une pause délibérée qui freine l'élan de l'impulsion et laisse place au jugement clair. Respirer avant de réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle te donne quelques précieuses secondes pour te demander si ce que tu vas dire ou faire te rapproche de ton but ou ne fait qu'alimenter la colère du moment. Dans ces moments de pause, tu reprends le contrôle de ton esprit et empêches l'émotion de prendre des décisions pour toi. Rarement la réaction immédiate est la plus sage. Les décisions impulsives laissent souvent des cicatrices. Pour transformer cette pratique en habitude, commence par le quotidien. Quand quelque chose te dérange avant de répondre, inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens ton souffle un instant, puis expire lentement. Cela peut sembler insignifiant, mais ce bref acte interrompt le cycle automatique de réaction et calme suffisamment le corps pour que l'esprit retrouve sa clarté. Avec le temps, tu remarqueras que l'impulsion perd de sa force parce que ton cerveau apprend à chercher la pause avant la réponse. Il est également important de reconnaître les schémas qui te font réagir facilement. Peut-être que certaines paroles te blessent parce qu'elles touchent de vieilles blessures, ou que certaines attitudes réveillent des ressentiments que tu croyais oublier. Identifier ces déclencheurs n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'autoconnaissance. En sachant ce qui te provoque, tu peux l'anticiper et te préparer à répondre calmement au lieu de tomber dans le piège de l'impulsion. Le stoïcisme ne propose pas de réprimer les émotions jusqu'à devenir de pierre, il propose de les gérer intelligemment. Un stoïcien ressent la colère, mais ne laisse pas cette colère décider pour lui. Il respire, observe, puis agit avec intention. La différence entre réagir et répondre est l'espace que tu construis avec cette respiration consciente. C'est là que se trouve le véritable autocontrôle. Maîtriser l'impulsion est une forme de liberté. Tant que tu seras esclave de tes réactions, n'importe qui pourra te contrôler en appuyant simplement sur le bon bouton. Mais si tu apprends à t'arrêter et à respirer, tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. Personne ne peut manipuler celui qui décide comment répondre. Respire avant de réagir, non seulement pour éviter des conflits inutiles, mais aussi pour préserver ta dignité et ta paix. Ne laisse pas une étincelle ruiner tout ce que tu as construit avec effort. Chaque respiration est un rappel que tu as le pouvoir de choisir ta réponse et par conséquent ton destin. Avec le temps, cette simple pause devient une forteresse intérieure capable de maintenir le calme même au milieu de la tempête. 5. Apprends à dire non et protège ton espace. Un jardin sans clôture devient le territoire de n'importe qui. Les fleurs perdent de leur force. La racine s'épuise et les mauvaises herbes s'emparent du sol. C'est ainsi qu'apparaît une vie sans limite. Quiconque veut prendre ton temps, ton énergie et ton attention, pendant que tu souris par habitude et acceptes des tâches, des faveurs et des conversations qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Dire non n'est pas une dureté vide, c'est un soin conscient. Celui qui ne protège pas son territoire intérieur finit par cultiver des attentes étrangères et des ressentiments propres. Le stoïcisme te rappelle que ton attention est la ressource la plus précieuse. Si tu la donnes sans discernement, tu perdras en clarté, en but et en paix. Protéger ton espace est une déclaration de respect envers toi-même, pas une attaque contre les autres. La peur de dire non naît du besoin d'approbation. Tu penses que si tu refuses, on te verra comme froid, égoïste ou ingrat, et tu oublies quelque chose d'élémentaire.
Plaire à tout le monde te laisse vide. Celui qui se sent offensé par une limite honnête ne cherchait pas une relation, il cherchait un avantage. La fermeté n'a pas besoin de cris ni d'excuses. Une phrase brève et claire suffit. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas l'assumer. Ce n'est pas une priorité maintenant. Tu n'as pas l'obligation de justifier ton agenda, ni de prendre soin de l'ego de celui qui cherche à t'imposer le sien. Choisis les batailles, choisis les engagements. Choisis où être présent, car chaque oui dilue ta force ou la concentre. Commence par identifier dans quelle situation tu cèdes par inertie. Travail qui ne te concerne pas, faveur qui interrompt ta journée, message qui te pousse à discuter de sujets que tu as déjà décidé de fermer. Invitation à des environnements qui te drainent. Avant d'accepter, respire et demande-toi si l'engagement est en accord avec tes valeurs, s'il contribue à tes objectifs ou s'il évite simplement d'être gênant. Si la réponse est non, alors le mot correct est également non. Repousser la limite par peur transforme un petit malaise en une chaîne. Sois direct et aimable. Maintiens un contact visuel. Utilise un ton ferme et termine la conversation sans ouvrir la porte à la négociation. S'ils insistent à nouveau, répète ton refus sans changer l'explication. Protéger ton espace implique aussi des règles pour toi-même. Éteins les notifications pendant les heures de concentration. Réserve des blocs de silence. Priorise le repos. Limite l'exposition à des conversations vides et à des contenus qui ne font qu'alimenter l'anxiété ou le voyeurisme. Tu n'es pas un fonctionnaire disponible 24 heures sur 24, ni une poubelle émotionnelle. Tu es responsable de la gestion de tes ressources internes. Un stoïcien ne se cache pas du monde. Il participe avec discernement. Prends soin de ce qui entre par tes yeux et tes oreilles, car tout cela devient pensée, puis décision. Il y aura ceux qui essaieront de te blâmer. Tu as changé, tu es distant, je te trouve bizarre. Réponse simple, j'ai choisi de prioriser ce qui me fait du bien. Tu n'as pas besoin de longs discours. La pratique constante te donnera un nouveau respect, d'abord pour toi-même, puis pour les autres. Les personnes qui apprécient ta présence ne t'aiment pas parce que tu es toujours disponible, mais pour la qualité de ce que tu offres quand tu décides d'être là. Et tu ne peux offrir de la qualité que si ta vie n'est pas envahie par des engagements inutiles. Dire non ne te rend pas moins humain, cela te rend ta dignité. Une limite claire est un oui à ta santé mentale, à ton énergie et à tes objectifs. Si aujourd'hui c'est difficile pour toi, commence petit, refuse ce dont tu sais que tu n'as pas besoin, repousse ce qui te gêne, réduis ce qui te disperse. Observe comment tu récupères des heures de la volonté et de la concentration. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Moins de friction, moins de drame, plus de clarté. Celui qui gouverne son agenda gouverne sa vie. N'oublie pas, ton espace ne se négocie pas, il se respecte. Définis-le, protège-le et répète-le sans culpabilité, jusqu'à ce que cela devienne naturel toujours. 6. Cultive des pensées qui renforcent votre esprit. L'esprit est comme un champ fertile qui ne cesse jamais de produire. Si vous semez des mauvaises herbes pousseront. Si vous semez des arbres solides, vous aurez des racines qui résistent aux tempêtes. Chaque pensée que vous laissez prendre racine devient la graine de vos émotions, de vos décisions et de la vie que vous finissez par construire. Il n'y a pas de neutralité. Ce que vous ne cultivez pas intentionnellement, la vie le remplira avec ce qu'elle trouve, et ce sera généralement des doutes, des peurs et des jugements hérités des autres. La véritable maîtrise du caractère commence par le type d'idées que vous nourrissez jour après jour. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs pensées, mais le stoïcisme enseigne que bien que vous ne puissiez pas empêcher une pensée d'apparaître, vous pouvez décider si elle reste ou si elle part. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. C'est cette opinion que vous devez apprendre à soigner et à diriger, car ce que vous tolérez dans votre esprit finit par influencer tout le reste. Commencez par observer quel type de pensée vous visitez le plus souvent. Si vous découvrez que la plupart sont des plaintes, des autocritiques ou des comparaisons, ne soyez pas surpris si votre humeur se sent faible et épuisée. L'esprit devient ce qu'il répète le plus.
Pour briser ce cycle, vous devez pratiquer un type de discipline silencieuse. Chaque fois qu'une pensée qui sabote votre calme apparaît, ne la nourrissez pas. Ne la répétez pas dans votre tête et ne l'utilisez pas comme guide. Laissez-la passer, comme quelqu'un qui observe un nuage qui s'éloigne. Cultiver des pensées fortes ne se fait pas seulement avec des phrases positives, mais avec des vérités qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire face à cela », remplacez-le par « je ne l'ai pas encore résolu, mais je continue à apprendre à le gérer ». Changer la narration interne n'est pas nier la réalité, c'est choisir une façon de l'interpréter qui vous maintient debout. Le langage que vous utilisez avec vous-même détermine si votre esprit sera un refuge ou un champ de bataille. Une pratique efficace consiste à consacrer quelques minutes au début et à la fin de chaque journée pour réfléchir à ce que vous avez appris et à ce que vous pouvez améliorer. Cette habitude, recommandée par les stoïciens, aide à nettoyer le bruit mental et à semer des intentions claires pour le lendemain. Il est également utile de limiter le temps que vous passez exposé à des messages qui alimentent l'anxiété ou la colère. Ne sous-estimez pas l'impact que peuvent avoir les nouvelles constantes, les conflits sur les réseaux sociaux ou les conversations toxiques. Tout ce que vous entendez et lisez sont des graines qui peuvent rester dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. Entourez-vous de lectures, de conversations et d'environnements qui nourrissent votre force plutôt que de la drainer. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais de choisir avec soin ce que vous permettez de planter en vous. Un terrain bien entretenu donne de meilleurs fruits, et votre esprit a besoin du même niveau d'attention. Avec le temps, vous découvrirez que cultiver des pensées fermes vous donne un type de paix qui ne dépend pas du fait que le monde soit en votre faveur. Lorsque l'esprit est rempli d'idées claires, de principes solides et d'autocontrôle, les difficultés externes perdent une partie de leur poids. Le chaos peut rugir à l'extérieur, mais votre intérieur restera stable, comme un arbre qui ne se plie pas à chaque vent. Cette leçon est simple à comprendre, mais difficile à appliquer, car elle exige de la constance. Il ne suffit pas de décider de penser différemment un jour. Vous devez le pratiquer tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne votre façon naturelle de voir le monde. Ce n'est qu'alors que votre esprit deviendra le terrain fertile où germe la clarté, la sérénité et la véritable force. 7. Ferme la porte à ceux qui drainent ta paix. Une maison sans portes ouvertes à tout le monde devient rapidement un refuge pour les intrus qui ne respectent rien. C'est ainsi que fonctionne ta vie lorsque tu ne fixes pas une limite claire. Tu laisses entrer des opinions, des exigences et des présences qui consomment ton énergie sans te donner rien en retour. Chaque personne que tu acceptes sans critère est comme quelqu'un qui arrive les mains vides mais emporte une partie de ton calme. Tu ne peux pas aspirer à la sérénité tant que ton environnement est un défilé de conflits étrangers, de critiques déguisées en conseils et de drames qui ne te concernent pas. Prendre soin de ta paix ne signifie pas devenir froid ou solitaire. Cela signifie choisir avec qui tu partages ce que tu as de plus précieux, ton temps et ton espace émotionnel. Le stoïcisme enseigne que le sage se protège des passions inutiles et évite ce qui perturbe son esprit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Celui qui ne fixe pas de limites devient une cible facile pour les manipulateurs, les victimes perpétuelles et les personnes qui ne savent que consommer de l'attention. Commence par reconnaître les signes de ceux qui drainent ta paix. Ils se plaignent de tout, mais n'agissent jamais pour s'améliorer. Ils te cherchent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, minimisent tes réussites, ridiculisent tes objectifs ou insistent pour raviver les problèmes passés. Tu n'as pas besoin de confrontations dramatiques. Il suffit d'observer leur modèle pour comprendre que ta tranquillité ne peut pas dépendre d'eux. Établir des limites nécessite une fermeté silencieuse. Il ne s'agit pas de crier ou de justifier chaque décision. Un simple « je ne peux pas maintenant » ou « je préfère ne pas en parler » suffit. Ton objectif n'est pas de les convaincre de changer, mais de leur faire comprendre que ton espace n'est pas disponible pour leur négativité. La plupart des gens respecteront cette ligne. Ceux qui sont offensés de la voir ne cherchaient pas ta compagnie. Ils cherchaient un endroit où décharger leur chaos.
Tu dois également prendre soin des limites invisibles, celles qui sont franchies avec des conversations, des messages ou des réseaux sociaux. N'ouvre pas la porte à des discussions interminables avec ceux qui veulent seulement te provoquer. Apprends à te retirer sans donner d'explication. Le silence et la distance sont des réponses légitimes lorsque quelqu'un insiste pour t'entraîner dans sa tempête. Entoure-toi de personnes qui respectent ton énergie et qui ajoutent de la sérénité au lieu de la soustraire. Cela ne signifie pas qu'elles doivent penser comme toi ou qu'elles doivent toujours être d'accord, mais que leur présence ne soit pas un poids. Cherche des relations où tu peux être toi-même sans craindre de jugement constant ou de chantage émotionnel. L'environnement que tu choisis est le miroir de la façon dont tu te valorises. Si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ta vie sans filtre, ne sois pas surpris si tu finis épuisé et confus. Fermer la porte à ceux qui drainent ta paix n'est pas un acte de mépris. C'est un acte de respect envers toi-même et envers ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie. Avec le temps, tu découvriras que ton esprit devient plus léger, ton humeur plus stable et ton focus plus clair. La paix ne se trouve pas en fuyant dans le désert ou en s'éloignant du monde. Elle se construit en apprenant à protéger l'espace qui soutient ton bien-être émotionnel. Celui qui prend soin de son environnement prend soin de sa force intérieure. Et c'est ce qui distingue quelqu'un qui contrôle de celui qui vit à la merci des autres. 8. Vis le présent sans pilote automatique. Le sablier laisse tomber les grains un à un, et chaque grain qui tombe est un instant qui ne revient pas. Pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si le sablier ne se vidait pas, coincés entre les souvenirs du passé et les plans pour un futur qui n'existe pas encore. Ainsi passent les jours, sans se rendre compte que le seul temps réel qu'ils ont est celui qui tombe maintenant. Vivre en pilote automatique, c'est laisser les grains s'échapper sans les remarquer, c'est marcher sans sentir le sol, respirer sans percevoir l'air, répondre à tout sans te demander pourquoi. Le pilote automatique n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement lorsque tu répètes des routines sans les remettre en question, lorsque tu t'habitues à réagir aux problèmes au lieu de réfléchir à leur sujet, lorsque le bruit de la vie quotidienne devient plus fort que ta propre voix intérieure. Le résultat est une sensation constante de vide, comme si tout passait trop vite et qu'à la fin de la journée, tu n'étais pas sûr de savoir où tu as dépensé ton énergie. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse consiste à vivre le moment présent avec une attention totale. Marc Aurèle a écrit que seul le présent nous appartient, parce que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore arrivé. Ignorer cette vérité, c'est renoncer au seul terrain où tu peux agir et changer quelque chose. Vivre le présent ne signifie pas négliger demain, mais arrêter de remettre la vie à plus tard en attendant que tout se mette en place pour commencer à en profiter. C'est apprendre à te concentrer sur ce que tu as devant toi. Une conversation, une tâche, un repas, une respiration. Quand ton esprit est coincé dans ce qui s'est passé ou anxieux de ce qui va venir, tu perds l'opportunité d'influencer la seule chose que tu peux contrôler, le maintenant. Pour rompre avec le pilote automatique, commence par observer ta journée avec une attention délibérée. Note le goût de la première boisson que tu prends au réveil, la façon dont tu marches vers le travail, la manière dont ta respiration s'accélère ou se calme. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque moment conscient entraîne ton esprit à rester présent et réduit la sensation de vivre dans une routine sans sens. Une autre pratique utile est d'établir des pauses tout au long de la journée. Il suffit de t'arrêter quelques secondes pour respirer profondément et observer comment tu te sens. Demande-toi, est-ce que je réagis à la journée ou est-ce que je la dirige? Cette simple question peut te ramener au présent lorsque tu remarques que tu te perds dans les soucis futurs ou dans les discussions mentales sur le passé. Laisser le pilote automatique signifie aussi réduire les distractions inutiles. Les téléphones, les médias sociaux, les conversations triviales et l'excès de nouvelles volent des fragments d'attention jusqu'à te laisser vide. Attribue des moments spécifiques à ces activités et ne les laisse pas envahir les espaces où tu devrais être pleinement présent avec toi-même ou avec les autres.
La vie ne se savoure pas à travers de grands accomplissements futurs, mais grâce à la capacité de trouver de la valeur dans le quotidien. Un esprit entraîné à vivre le présent apprend à reconnaître les petits progrès, les silences précieux, les leçons cachées dans ce qui semble commun. Lorsque tu réussis à maintenir ton attention sur le présent, les charges du passé perdent du poids et la peur de l'avenir cesse de dicter tes décisions. Le présent devient un espace de clarté où tu peux agir avec plus de calme et de précision. Chaque instant bien vécu est un pas vers une vie plus consciente et authentique. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, arrête d'attendre de te sentir en sécurité pour commencer à agir, car ce sentiment n'arrive pas tout seul. La sécurité n'apparaît pas de nulle part et n'est pas le privilège de quelques-uns. Elle se construit sur la base de décisions fermes, de discipline et de courage. Chaque fois que tu repousses une étape en attendant de te sentir en confiance, tu nourris l'insécurité qui te retient. Si tu veux du respect, tu dois d'abord te respecter toi-même. Et cela signifie arrêter de céder ta valeur aux opinions des autres. Le problème est que la plupart des gens vivent en croyant que la confiance en soi est un trait avec lequel on naît, ou un prix qui arrive quand tout va bien. Rien n'est plus éloigné de la réalité. L'insécurité est le résultat d'un esprit qui s'est habitué à dépendre de facteurs externes, d'éloges, d'approbation et de circonstances favorables. Tant que tu continueras à penser ainsi, toute critique te brisera, tout rejet te désarmera, toute erreur te fera douter de toi. C'est la prison que nous allons démolir. Le stoïcisme n'est pas un beau discours pour te motiver pendant quelques minutes. C'est une philosophie qui se traduit par une pratique quotidienne. C'est apprendre à contrôler la seule chose que tu auras toujours sous ton pouvoir, ton esprit, tes jugements, tes émotions et ta façon de réagir. Un homme ou une femme véritablement sûrs d'eux n'ont pas besoin de le prouver avec des mots, car leur attitude parle pour eux. La véritable force est silencieuse. Elle ne dépend pas des applaudissements ni du fait que tout soit parfait. Elle se forge au milieu de l'adversité et se maintient même quand tout le reste échoue. Dans cette vidéo, tu ne trouveras pas de conseils superficiels pour feindre la confiance, ni de phrases vides pour te tromper toi-même. Ici, tu vas découvrir des principes que tu pourras mettre en pratique dès aujourd'hui pour arrêter de te comporter comme une victime des circonstances et commencer à vivre comme le maître de ton caractère. Le but n'est pas que tu deviennes quelqu'un qui ne ressent jamais la peur, mais quelqu'un capable d'avancer avec peur, de garder le contrôle dans les conflits et de se respecter tellement lui-même que personne ne peut le renverser avec une insulte, un échec ou un rejet. 1. Décide de ta valeur sans l'approbation des autres. Un phare ne demande pas la permission pour allumer sa lumière. Il brille simplement pour guider ceux qui naviguent dans l'obscurité. Ainsi devrait être ta valeur personnelle. Une lumière ferme qui ne dépend ni des applaudissements ni du regard des autres pour rester allumée. L'erreur la plus courante que les gens font est de croire que leur valeur augmente ou diminue en fonction de l'opinion des autres. Cette pensée te lie, car tu vis en attente de répondre à des attentes qui ne finissent jamais et tu finis par t'épuiser en essayant de convaincre le monde de quelque chose que toi seul devrais avoir clairement en tête. Depuis que nous sommes enfants, on nous habitue à associer notre propre valeur aux notes, aux récompenses, aux comparaisons, aux commentaires des autres. Cette habitude nous suit jusqu'à l'âge adulte, où nous laissons un éloge nous remonter le moral et une critique le détruire. Vivre ainsi, c'est comme construire ta maison sur du sable. Il suffira d'un mot mal intentionné pour renverser ce que tu croyais solide. Les stoïciens comprenaient que la seule chose stable est ce qui dépend de toi, ce qui vient de ton intérieur. Si ta confiance repose sur les applaudissements, tu cèdes ton pouvoir et permets à n'importe qui de déterminer comment tu te sens avec toi-même. Décider de ta valeur est un acte silencieux, presque rebelle, car il implique de cesser de demander la permission d'être qui tu es.
Cela signifie te regarder sans masque, reconnaître tes défauts et tes vertus, et cesser de justifier ton existence. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement les opinions extérieures, mais de cesser d'en avoir besoin pour te sentir digne. Cette indépendance mentale est la base d'une sécurité authentique, celle qui ne s'effondre pas lorsqu'elle est rejetée et ne se gonfle pas lorsqu'elle reçoit des éloges. Un exercice stoïcien pour commencer à renforcer ce principe est l'auto-affirmation quotidienne, non pas comme un mantra vide, mais comme un rappel rationnel. Chaque matin, dis-toi, ma valeur ne dépend pas de leur approbation, ma paix ne dépend pas de leur humeur, mon effort est à moi et n'a pas besoin d'applaudissements. Fais-le avec conscience, en pensant à chaque mot, car ton esprit a besoin de nouveaux schémas pour remplacer les vieilles habitudes de recherche de validation. En le répétant, tu entraînes ta pensée à cesser de donner ton pouvoir aux autres. Une autre étape pratique est d'apprendre à filtrer les jugements extérieurs. Demande-toi toujours, est-ce que ce qu'ils disent est sous mon contrôle? Est-ce que cela apporte quelque chose de réel à ma croissance? Si la réponse est non, jette-le sans culpabilité. Épictète enseignait que les opinions des autres ne blessent que lorsque nous les acceptons comme vraies. Chaque fois que tu cèdes ta paix pour un commentaire, tu renonces à ta liberté intérieure. Souviens-toi que le respect que tu exiges des autres commence par le respect que tu te donnes à toi-même. Personne ne te valorisera plus que tu ne le fais toi-même. Tu dois également fixer des limites claires. Les personnes qui sentent que leur valeur dépend de l'approbation ont tendance à dire oui à tout pour éviter le rejet. Apprends à dire non sans te sentir coupable. La force de caractère se reflète dans la capacité à défendre ton espace et tes décisions même si elles ne plaisent pas aux autres. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui reste ferme, car il transmet un respect qui n'a pas besoin d'explication. La sécurité qui naît de la décision de ta valeur est comme un mur invisible qui te protège de la manipulation et de la critique destructive. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou fermé à l'apprentissage, mais ferme face à l'instabilité de l'opinion publique. Tu ne peux pas contrôler si les autres t'admirent ou te critiquent, mais tu peux contrôler si tu laisses leurs paroles affecter la façon dont tu marches dans la vie. Être maître de ta valeur, c'est cesser de vivre comme un reflet des jugements des autres. 2. Agis même avec peur. La peur est comme une ombre allongée au coucher du soleil. Peu importe la petitesse de l'objet qui la projette, l'ombre semble toujours plus grande qu'elle ne l'est. C'est ainsi que fonctionne la peur. Elle déforme la réalité et amplifie les problèmes jusqu'à ce qu'ils semblent insurmontables. Cependant, le curieux est que l'ombre disparaît lorsque tu oses faire un pas vers la lumière. C'est la leçon que beaucoup n'apprennent pas. Tu n'as pas à attendre que la peur disparaisse, tu dois bouger malgré elle. La plupart restent paralysés en attendant le moment parfait, cet instant où ils pensent qu'ils cesseront de ressentir la peur. Mais cet instant n'existe pas. La peur ne disparaît pas par magie, elle se réduit avec l'action. Chaque fois que tu bouges, que tu prends des décisions, que tu fais un pas même si ta voix tremble ou si tes mains transpirent, la peur perd un peu de pouvoir sur toi. C'est comme un muscle faible qui s'atrophie si tu arrêtes de le nourrir avec tes doutes. Le stoïcisme nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Marc Aurèle a affronté des guerres, des épidémies et des trahisons, et n'a jamais écrit sur l'attente de se sentir prêt. Il a parlé de devoir, d'action, de ne pas se rendre aux émotions qui obscurcissent le jugement. Les stoïciens comprenaient que la peur n'est qu'une émotion, pas un dictateur. Tu peux l'écouter, mais tu n'es pas obligé de lui obéir. Pour pratiquer ce principe, commence par identifier ce que tu crains. Nomme-le clairement. Peur d'échouer, de décevoir, de perdre. Lorsque tu donnes un nom à la peur, tu arrêtes de te battre avec une ombre et tu commences à traiter avec quelque chose de concret. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Cette question est une épée qui coupe la racine de la panique, car elle t'oblige à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, pas sur ce que tu imagines. Un autre exercice utile est de t'exposer progressivement à ce qui t'intimide. Si tu as peur de parler en public, commence par parler devant quelques personnes, puis devant des groupes plus grands.
Si tu as peur de commencer un projet, fais le premier pas même si tu n'as pas tout résolu. L'action constante, aussi petite soit-elle, érode la peur comme l'eau use la roche. N'attends pas que la confiance apparaisse avant de bouger. La confiance naît lorsque tu bouges. Tu dois aussi changer la narration interne. Souvent, la peur se nourrit de pensées catastrophiques. Ça va mal se passer, je vais faire le ridicule, je ne suis pas prêt. Une approche stoïcienne est de te demander quel est le pire scénario, et puis-je survivre. Dans la plupart des cas, tu découvriras que oui, tu peux le supporter. Anticiper le pire résultat n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Lorsque ton esprit comprend que ce n'est pas la fin du monde, la peur perd sa capacité à te contrôler. Souviens-toi que la peur ne disparaît jamais complètement. Même les plus courageux la ressentent, mais ils ne lui donnent pas le gouvernail de leur vie. Chaque fois que tu choisis d'agir, tu démontres que ta volonté est plus forte que cette émotion. Avec le temps, cette pratique constante forge un caractère qui ne tremble pas devant les défis, car il a appris à marcher avec la peur à ses côtés sans la laisser le diriger. Agir malgré la peur est une décision qui se prend tous les jours, dans les grandes et les petites choses. De parler à quelqu'un qui t'intimide à prendre une décision qui peut changer le cours de ta vie. Chaque pas que tu fais contre cette impulsion de reculer est une victoire silencieuse qui renforce ton esprit. Au final, la peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être une prison et devient un simple compagnon que tu n'as plus peur de regarder dans les yeux. 3. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Les mains qui tentent de saisir l'eau finissent toujours vides. Plus tu serres les doigts, plus l'eau s'échappe rapidement entre eux. C'est ainsi la vie quand tu t'accroches à ce que tu ne peux pas contrôler. Plus tu es obsédé par le fait de le retenir, plus tu accumules de frustration. Cette lutte silencieuse consomme de l'énergie, vole la paix et épuise l'esprit. Apprendre à lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître qu'il y a des batailles qui n'auraient jamais dû être menées parce qu'elles ne dépendent pas de toi. L'être humain a l'habitude de porter des poids qui ne lui appartiennent pas. Il se préoccupe de l'opinion des autres, des décisions des autres, du climat, du passé, de ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comme porter des pierres dans un sac à dos qui ne se vide jamais, en croyant qu'un jour, ce poids apportera le contrôle ou la sécurité. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est s'épuiser sur ce qui n'a pas de solution. Les stoïciens ont été clairs à ce sujet. La clé de la sérénité est de distinguer ce qui est entre tes mains et ce qui est hors de ta portée. Épictète enseignait que nous sommes libres lorsque nous comprenons que seules nos actions, nos jugements et nos choix nous appartiennent. Rien de plus. Prétendre contrôler la volonté des autres, les résultats de chaque effort ou les circonstances extérieures, c'est vivre enchaîné à la déception. La plupart des gens souffrent non pas de ce qui se passe, mais de l'attente que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. C'est cette résistance interne qui génère l'angoisse, pas le fait en lui-même. Pour mettre en pratique ce principe, commence par observer tes pensées quotidiennes. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété ou de la colère, demande-toi « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est non, laisse tomber. Non pas comme quelqu'un qui abandonne un devoir, mais comme quelqu'un qui laisse tomber quelque chose qui ne sert qu'à épuiser ses forces. Cet exercice de classification mentale est libérateur, car il clarifie où investir ton énergie et où accepter la réalité telle qu'elle est. Une autre pratique utile est d'établir des limites avec l'information que tu consommes. Souvent, le stress provient du désir de contrôler tout ce qui se passe dans le monde. Les actualités, les réseaux sociaux, les opinions des étrangers. Limite ton attention à ce que tu peux influencer et agis uniquement dans ce domaine. Ainsi, ton esprit cesse de se disperser dans des scénarios que tu ne pourras jamais changer et commence à se concentrer sur ce qu'il peut transformer. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne signifie pas l'indifférence ou l'apathie. Cela signifie diriger ton effort de manière stratégique, sans le gaspiller à lutter contre le courant. Le stoïcisme n'enseigne pas à être passif, il enseigne à investir ton énergie dans ce qui porte des fruits, ton attitude, ton travail, ton caractère. Chaque fois que tu parviens à rester calme face à un résultat inattendu ou à une décision d'autrui, tu démontres que ta force intérieure grandit.
Un exemple quotidien. Imagine que tu travailles dur pour un projet et que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu espérais. Tu peux te morfondre à cause de la réaction des autres ou te concentrer sur l'amélioration de tes compétences et continuer à respecter tes standards. La première option t'épuise, la seconde te renforce. La différence réside dans l'endroit où tu décides de mettre l'accent, sur ce que tu contrôles ou sur ce que tu ne contrôles pas. Lâcher ce que tu ne contrôles pas est un acte de courage, car il exige de renoncer à l'illusion du pouvoir absolu. Cela te permet de libérer de l'espace mental pour ce qui est vraiment important et de construire une paix qui ne dépend pas du climat extérieur. Avec le temps, tu découvres que la vie coule mieux lorsque tu n'essaies pas de stopper le courant avec tes mains, mais que tu le navigues intelligemment. 4. Maîtrise le processus, pas le résultat. L'archer qui tire sa flèche ne peut contrôler le vent, le mouvement de la cible, ni ce qui se passe après avoir lâché la corde. Il ne peut que se concentrer sur sa posture, la tension de l'arc et la direction de son tir. C'est ainsi dans la vie. Le résultat est hors de tes mains, mais le processus est entièrement à toi. Ceux qui vivent obsédés par la destination finale perdent en précision, car ils cessent de se concentrer sur le seul point où ils ont un véritable pouvoir, le présent et ce qu'ils font maintenant. La plupart des gens souffrent, non pas d'un manque de talent, mais d'une anxiété face à l'avenir. Ils pensent tellement à ce qui devrait arriver qu'ils négligent l'action qu'ils doivent entreprendre. C'est comme semer une graine et la déterrer tous les jours pour voir si elle a déjà germé. Cette impatience non seulement empêche la croissance naturelle, mais épuise également la motivation et augmente la frustration. Les stoïciens ont compris que la tranquillité est atteinte lorsque l'on apprend à séparer l'effort des résultats, lorsque l'on mesure le progrès par la constance et non par la récompense immédiate. Marc Aurèle écrivait que nous ne pouvons contrôler le fruit de nos actions, seulement les actions elles-mêmes. Cette pensée renverse l'illusion que le succès peut être garanti, mais en retour, elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux, la paix mentale. Si tu accomplis ton devoir avec discipline et concentration, peu importe combien l'environnement est adverse, tu sauras que tu as donné le meilleur de toi-même. Cette certitude est ce qui maintient l'esprit ferme lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Pour appliquer ce principe, commence par fixer des objectifs quotidiens qui dépendent uniquement de toi. Par exemple, si tu veux améliorer ta condition physique, ton objectif ne doit pas être perdre 10 kilos, mais s'entraîner 30 minutes par jour et manger de manière consciente. Si tu cherches à écrire un livre, ne te concentre pas sur le publier avec succès, concentre-toi sur écrire 1000 mots chaque matin. Ce changement de perspective évite que tu te frustres par les facteurs externes et te donne une sensation de progrès constant. Un autre exercice pratique est de s'entraîner à la patience. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété pour les résultats, rappelle-toi que le processus est un investissement et que sa récompense n'est pas toujours visible immédiatement. Comme l'archer qui pratique encore et encore sa visée, sans attendre une ovation chaque jour, aie confiance en ce que la répétition et l'engagement construisent la compétence qui finira par porter ses fruits. La discipline est le véritable terrain où le caractère est forgé. Il est également important d'apprendre à accepter les erreurs, comme une partie naturelle du chemin. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas le résultat attendu dès la première fois, mais oublier que les échecs enseignent plus que les succès, c'est perdre l'opportunité de grandir. Chaque faux pas révèle des faiblesses dans ta méthode et te donne l'opportunité de corriger. Celui qui maîtrise le processus voit l'erreur comme une information précieuse, pas comme une raison d'abandonner. Un exemple concret. Imagine un étudiant qui se concentre uniquement sur l'obtention de la meilleure note du cours. Il vivra stressé, en attente de chaque note et craignant chaque examen. En revanche, s'il décide de se concentrer sur l'étude régulière, la pratique des exercices et l'amélioration de sa compréhension, les résultats seront une conséquence naturelle de son effort. Son esprit sera plus tranquille parce qu'il saura qu'il a fait ce qui dépendait de lui. Maîtriser le processus ne te donne pas seulement de meilleurs résultats à long terme, cela t'apprend aussi à apprécier le voyage.
5. Tes plans démontrent avec des faits. Les graines ne crient pas qu'elles vont devenir des arbres. Elles germent simplement en silence, grandissent avec patience sous la terre et un jour, sans prévenir, elles poussent avec force vers la lumière. Tes projets et objectifs devraient également grandir ainsi, en silence, loin du bruit des opinions des autres et de la tentation de se vanter de ce que tu n'as pas encore accompli. Parler moins de ce que tu vas faire et te concentrer sur le fait de le faire est une pratique que les stoïciens valorisaient car elle économise de l'énergie, protège ton focus et te libère des attentes inutiles. L'erreur la plus courante de beaucoup de gens est de passer plus de temps à raconter ce qu'ils prévoient de faire qu'à le réaliser. Chaque mot que tu lances dans l'air à propos d'un plan futur est une partie de ton énergie qui se disperse. De plus, partager trop tôt tes intentions ouvre la porte à des critiques, des doutes et des opinions qui peuvent affaiblir ta détermination avant même de commencer. Sénèque avertissait que plus tu fais de bruit à propos de tes aspirations, plus il est facile que l'échec soit ressenti comme une humiliation publique et non comme une partie naturelle de l'apprentissage. Pratiquer le silence stratégique ne signifie pas devenir hermétique ou méfiant envers tout le monde. Cela signifie apprendre à différencier entre parler par nécessité et parler par impulsion. Il y a des moments où tu dois communiquer, demander conseil ou coordonner des efforts, mais ce n'est pas la même chose que d'annoncer chaque pas de ton chemin. En gardant la discrétion, tu protèges ta motivation des jugements des autres et évites l'auto-tromperie de sentir que tu as déjà progressé simplement parce que tu en as parlé. Une façon d'exercer cette discipline est de résister à l'envie de publier chaque objectif sur les réseaux sociaux ou de le commenter avec tout le monde autour de toi. Demande-toi, est-il vraiment utile de partager cela maintenant ou est-ce que je cherche simplement l'approbation? Si la réponse est la seconde, garde le silence et concentre cette énergie sur le progrès. Au final, la meilleure validation vient des résultats, pas des likes ni des commentaires de ceux qui ne comprennent pas l'effort derrière chaque réalisation. Souvent, la peur de l'échec devient plus intense parce que tu as déjà dit à tout le monde ce que tu allais faire. Si tu gardes tes intentions pour toi jusqu'à avoir des progrès solides, tu élimines ce fardeau psychologique et tu peux travailler avec plus de liberté et de sérénité. Les stoïciens comprenaient que le véritable progrès est interne. Il n'a pas besoin de spectacle. Rappelle-toi que les faits parlent toujours plus fort que les mots. Une personne qui travaille constamment et laisse ses actions parler pour elle inspire le respect sans avoir besoin de discours. Au contraire, celui qui promet beaucoup et ne tient pas ses promesses perd rapidement en crédibilité. La discrétion ne protège pas seulement ton chemin, elle construit aussi une réputation basée sur la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Imagine quelqu'un qui rêve de changer de carrière et décide d'étudier en secret le soir. Alors que d'autres perdent du temps à justifier leurs intentions ou à attendre l'approbation, cette personne avance en silence et des mois plus tard, elle surprend tout le monde avec une nouvelle réalisation qui semble sortir de nulle part. C'est le pouvoir du silence. Il te permet d'avancer sans distraction et de présenter des résultats quand ils comptent vraiment. Taire tes plans n'est pas te cacher, c'est de la stratégie. C'est comprendre que ton énergie est limitée et que chaque mot doit être investi avec un but. Plus tu développes cette pratique, plus tu remarqueras comment ton focus se renforce, ta détermination grandit et ton progrès devient inévitable. Dans un monde qui récompense le bruit, le véritable respect se gagne en démontrant avec des faits. 6. Fais face au pire scénario. Les tempêtes ne s'arrêtent pas parce que tu fermes les yeux, ni la mer ne se calme parce que tu prétends que les vagues n'existent pas. Il en va de même pour les problèmes. Les ignorer ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que les laisser grandir en silence jusqu'à ce qu'ils finissent par déborder. Faire face au pire scénario ne signifie pas chercher le désastre. Cela signifie arrêter de fuir l'inévitable et te préparer mentalement à y résister si cela arrive. Cette préparation n'est pas du pessimisme, c'est de la force anticipée. La plupart des gens vivent en essayant d'éviter de penser au pire, croyant ainsi le tenir à distance.
Mais ce qui se passe est tout le contraire. La peur se nourrit du mystère, de l'inconnu. Moins tu le regardes, plus il grandit dans ton esprit. Les stoïciens, en revanche, pratiquaient un exercice appelé premeditatio malorum, la préméditation des maux. Ils s'asseyaient pour imaginer les obstacles et les pertes possibles, non pas pour se torturer, mais pour entraîner leur caractère à les affronter. En affrontant mentalement le pire scénario, ils découvraient qu'il n'était pas aussi dévastateur qu'il semblait et réduisaient l'impact émotionnel de l'inattendu. Dans la vie quotidienne, faire face au pire scénario signifie te poser des questions inconfortables. Quel est le pire qui pourrait arriver si je prends cette décision? Puis-je survivre à ce résultat? Que ferais-je si cela se présentait? Ce type de réflexion te donne de la clarté parce qu'il enlève le voile de la peur et te permet de tracer un plan réaliste. Un esprit qui a considéré ses propres chutes cesse de les craindre autant, car elles ne sont plus une menace inconnue, mais un défi qu'il sait pouvoir relever. Par exemple, quelqu'un qui craint de démarrer une nouvelle entreprise par peur de l'échec peut s'asseoir et détailler le pire qui pourrait arriver. Perdre de l'argent, devoir chercher un autre emploi, faire face à des critiques. En le mettant sur la table, il se rend compte qu'aucune de ces choses ne signifie la fin de sa vie ou de sa dignité. Une étape pratique pour appliquer ce principe est d'écrire les 3 pires scénarios que tu imagines face à la décision qui te fait le plus peur aujourd'hui. Ensuite, écris comment tu pourrais répondre à chacun d'eux. En le faisant, tu découvres que ton esprit ne se paralyse pas face à la peur, mais commence à se concentrer sur les solutions. Cet exercice te redonne le contrôle, car il cesse d'être une émotion diffuse pour devenir un plan d'action. Faire face au pire scénario renforce également la résilience, car il te prépare à accepter que la vie ne sera pas toujours confortable ni juste. La véritable sécurité ne vient pas du fait que tout se passe bien, mais du fait que, quoi qu'il arrive, tu auras la force et la capacité de te relever. Chaque fois que tu oses regarder en face ce que tu crains le plus, tu voles du pouvoir à la peur et récupères de l'énergie pour agir avec détermination. Cette approche ne signifie pas vivre en attendant des désastres, ni se rendre à la fatalité. Cela signifie ouvrir les yeux et dire « Si le pire arrive, je serai prêt à l'affronter ». Cette pensée te libère de l'anxiété constante, car tu ne marches plus avec le sentiment d'être à la merci de l'inconnu. Le pire scénario cesse d'être un monstre caché et devient un obstacle calculé que tu sais comment surmonter. Imagine un orateur qui craint de faire le ridicule en public. S'il reste coincé dans la peur, il ne parlera jamais. Mais s'il accepte qu'il peut oublier ses mots, que quelqu'un peut rire ou qu'il peut se tromper, et décide malgré tout de se préparer et de monter sur scène, cette acceptation lui donne la liberté. Il sait que le pire scénario ne le détruit pas, il ne fait que le défier à s'améliorer. Faire face au pire scénario est l'art de cesser de négocier avec la peur. 7. Transformer les idées en actions immédiates. Les idées sont comme des étincelles dans l'obscurité. Elles brillent un instant, mais si elles ne tombent pas sur quelque chose qui les nourrit, elles s'éteignent sans laisser de traces. Chaque objectif que tu as imaginé, chaque changement que tu as promis, chaque pas que tu sais que tu dois faire, mais que tu continues de repousser, est une étincelle qui attend de se transformer en feu. Le problème est que la plupart des gens restent à observer l'étincelle, fascinés par sa brillance, au lieu de nourrir la flamme par l'action. Les idées sans action ne transforment rien. Elles deviennent un poids mort qui nourrit la frustration. Les gens ont tendance à croire qu'ils ont besoin de motivation pour agir, mais la vérité est que la motivation apparaît une fois que tu as commencé. Attendre le moment parfait est l'un des pièges les plus courants de l'esprit. Les stoïciens enseignaient que la volonté doit gouverner les émotions et les humeurs. Si tu sais ce que tu dois faire, fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tu as peur ou si tu es fatigué. Chaque fois que tu dis « je commence demain », tu entraînes ton esprit à se méfier de toi-même, parce que tu romps les promesses que tu te fais. L'insécurité se nourrit du manque d'action et des tentatives inachevées. En revanche, chaque pas que tu fais, aussi minime soit-il, construit une preuve interne que tu es capable d'avancer. Le stoïcisme signifie prendre le contrôle de ce qui dépend de toi, et ta volonté d'agir est toujours à ta portée.
Pour mettre en pratique ce principe, commence par réduire la taille de l'action. Si tu as un grand objectif, n'essaie pas de le résoudre d'un coup. Demande-toi, quelle est la première étape concrète que je peux faire maintenant? Ensuite, fais-le sans débat intérieur. Si tu veux améliorer ta santé, sors marcher 10 minutes aujourd'hui, n'attends pas d'avoir le plan d'exercice parfait. Si tu veux entreprendre, étudie un aspect du projet pendant la prochaine heure. Souvent, tu découvriras que le plus grand obstacle est de commencer. Une fois en mouvement, la résistance disparaît. Cette stratégie interrompt le cycle de procrastination et démontre que la discipline est une décision, pas un sentiment. Le stoïcisme enseigne aussi à ne pas s'attacher à la perfection. Beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils veulent que tout soit impeccable dès le début. Cette mentalité est l'ennemi du progrès. Accepte que le premier pas peut être maladroit, incomplet ou imparfait, mais c'est mieux que de rester immobile. L'apprentissage se fait en chemin, pas en attendant. Imagine quelqu'un qui rêve d'apprendre une nouvelle langue. Il passe des mois à regarder des vidéos motivantes, à lire des conseils, mais il n'ouvre jamais le livre ni n'écoute une leçon. L'idée d'apprendre lui donne une fausse impression de progrès, mais sa réalité ne change pas. En revanche, celui qui consacre 15 minutes par jour à l'étude, même s'il fait des erreurs, progresse plus en un mois que le rêveur en un an. Transforme tes idées en actions immédiates pour entraîner ton esprit à te faire confiance. Chaque fois que tu agis sans attendre des conditions parfaites, tu renforces ton caractère et tu construis des résultats réels. Avec le temps, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer, parce que le progrès n'attend pas les indécis. La sécurité naît de la preuve répétée que tu peux bouger, même lorsque l'étincelle semble fragile. C'est ainsi que les idées cessent d'être de la fumée et se transforment en feu qui éclaire ton chemin. 8. Parle avec fermeté et assurance. La voix humaine est comme le gouvernail d'un bateau en pleine mer. Si le gouvernail tremble, le bateau dérive à chaque vague, mais quand il est ferme, même les eaux agitées ne parviennent pas à le faire sortir de son cap. Il en va de même pour la parole. Elle ne transmet pas seulement ce que tu penses, elle révèle aussi ce que tu ressens et le degré de contrôle que tu as sur toi-même. Celui qui parle avec fermeté n'a pas besoin de crier ni d'imposer. Sa sécurité se perçoit dans le ton, dans la clarté et dans la cohérence entre ce qu'il dit et comment il le dit. Beaucoup de personnes perdent le respect, non pas parce que ce qu'elles disent est faux, mais parce qu'elles le disent d'une manière faible ou tremblante. L'insécurité se trahit à chaque hésitation, à chaque excuse inutile, à chaque mot ajouté pour adoucir des vérités qui n'ont pas besoin d'ornement. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi se reflète aussi dans la parole, ferme, sobre, honnête, sans excès d'émotion qui brouille le jugement. Les mots qui naissent d'un caractère équilibré pèsent plus que les cris impulsifs. Parler avec fermeté ne signifie pas être agressif, ni dur, sans raison. Cela signifie utiliser la voix comme outil de clarté et de respect, en laissant ton message être direct, sans détour ni justifications excessives. Un conseil stoïcien pratique est d'apprendre à dire ce qui est nécessaire sans ornement, car chaque mot de plus ouvre la porte à des malentendus. Le silence entre des phrases bien pensées est plus puissant qu'un discours long et nerveux. Pour développer cette compétence, commence par prendre soin de ta respiration lorsque tu parles. L'anxiété a tendance à faire accélérer ou à briser le ton, transmettant l'insécurité. Pratique la respiration avant de répondre dans des situations tendues. Cela non seulement t'aide à garder ton calme, mais donne aussi l'impression que tu réfléchis avant de parler. Un autre exercice utile est de maintenir le contact visuel, non pas comme un défi, mais comme un signe de présence et de sincérité. Celui qui évite le regard semble douter de ses propres paroles. De plus, élimine l'habitude de t'excuser pour donner ton avis ou de justifier chaque pensée. Dire « désolé, mais » avant d'exprimer quelque chose de valable est un signe que tu cherches l'approbation. Change cette habitude par des déclarations claires. Je pense que, je considère que, je ne suis pas d'accord pour cette raison. Le respect pour ta voix commence par la façon dont tu donnes de l'espace à ce que tu dis. Une erreur courante est de confondre la fermeté avec la rudesse. La fermeté ne blesse pas,
ne cherche pas à humilier, mais ne cède pas non plus à la manipulation, ni ne se dilue sous la pression. Elle repose sur l'autocontrôle et l'engagement envers la vérité. Dans les discussions ou les conflits, maintenir un ton calme mais décidé est la marque d'un esprit entraîné. Imagine quelqu'un qui doit fixer une limite au travail. S'il le fait avec une voix hésitante, ses paroles perdent du poids et laissent des doutes. Mais s'il exprime calmement « J'apprécie ton effort, mais j'ai besoin que tu respectes cet accord », il transmet de la sécurité sans confrontation. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il dit, mais de la confiance qui soutient ses paroles. Le discours ferme protège aussi ta paix, car il réduit les malentendus et évite les conflits inutiles. Chaque fois que tu choisis de t'exprimer avec clarté et sans hésitation, tu te réaffirmes que ta voix a de la valeur. Avec le temps, cette habitude améliore non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois. Parler avec fermeté est le reflet d'un esprit ordonné et de la capacité de défendre ton espace sans dépendre des cris ou de l'approbation externe. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, le progrès réel ne naît pas des applaudissements, ni des beaux mots que les autres nous disent. Il se forge en silence lorsque personne ne te regarde, dans ces moments où la plupart abandonnent parce qu'il n'y a pas de reconnaissance immédiate. Nous vivons à une époque où tout le monde semble crier ce qu'il fait, montrer des progrès, promettre de grandes choses qu'il ne réalise jamais. Mais ce bruit ne fait que distraire et épuiser. Si tu veux vraiment avancer, tu dois comprendre que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Le silence est le terrain où germe la discipline et où se construisent les fondations que les autres ne voient pas. Alors que certains sont désespérés de publier chaque étape, tu dois apprendre à travailler sans témoin, sans demander la permission, sans chercher l'approbation. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin d'être exposé à chaque instant. Le progrès qui vaut la peine se construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Ici, il ne s'agit pas de devenir invisible, mais d'apprendre à protéger ce que tu es en train de créer. Montrer trop tôt ce qui commence à peine à prendre forme est comme déterrer une graine juste pour voir si elle a déjà germé. À la fin, tu la tues. Ton énergie, ton focus et ton temps sont des ressources limitées. Et le silence est le bouclier qui empêche qu'elle soit épuisée par les opinions et les distractions externes. Sur ce chemin, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour les discours de motivation vide. Le progrès n'apparaît pas par magie ni par simple désir. Il apparaît lorsque tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais. Même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si ça fait mal, même si personne ne le célèbre. Si tu veux des résultats réels, tu devras accepter que la discipline sera inconfortable et que le silence sera ton meilleur allié pour ne pas perdre le cap. Ceci n'est pas une invitation à te taire par peur ou à vivre caché. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te distrait et te vole la concentration, le besoin d'impressionner, le désir d'approbation, l'habitude de parler plus que tu n'agis. Aujourd'hui, tu vas apprendre que le silence stratégique n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer de prouver qu'ils avancent, tu seras réellement en train d'avancer. 1. Protège le début de tes projets. La naissance de quelque chose de précieux est toujours fragile. Tout comme une étincelle qui allume le feu a besoin d'être protégée pour ne pas s'éteindre avec le vent, le début de tout projet nécessite du silence et de la protection. Beaucoup d'idées meurent jeunes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont exposées trop tôt aux yeux et aux opinions des autres. Chaque fois que tu partages quelque chose qui commence à peine à prendre forme, tu ouvres la porte au jugement, aux doutes d'autrui et aux distractions qui peuvent éteindre l'élan qui t'a fait commencer. Imagine un sculpteur qui, avant de terminer son œuvre, montre le bloc de marbre avec les premières coupes maladroites. Il est facile pour les autres de critiquer ce qu'ils ne comprennent pas,
de remettre en question sa vision et de le faire douter. Cela t'arrive aussi. Lorsque tu révèles trop tôt ce que tu es en train de construire, tu permets aux voix extérieures d'influencer ta conviction. Un projet, dans ses premières étapes, est comme une graine sous terre. Il a besoin d'obscurité, de temps et de soins silencieux pour grandir fort. Dans ce monde dominé par les réseaux sociaux, où l'immédiateté et les promesses vides sont récompensées, garder le silence sur ce que tu commences est devenu un acte de rébellion. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de protéger ton processus. Si tu cherches une validation en montrant tes plans avant de les consolider, tu finis par affaiblir ta discipline. Parler consomme de l'énergie. Expliquer, justifier et défendre des idées qui n'ont pas encore de racines solides te vide et te vole ta concentration. Les stoïciens comprenaient que le véritable progrès se mesure par les actions, pas par les mots. Épictète disait qu'il ne suffit pas de dire qu'on est philosophe, il faut vivre en tant que tel. La même chose s'applique à tout objectif que tu as. Il ne suffit pas d'annoncer que tu vas changer, tu dois le prouver par des actes. Chaque pas que tu fais en silence devient une brique solide que personne ne peut renverser avec son opinion. Protéger le début de tes projets signifie aussi blinder ton esprit des attentes des autres. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau, l'excitation peut te pousser à tout raconter, à la recherche de soutien ou de reconnaissance. Mais tu dois te demander, est-ce que je cherche vraiment à avancer ou est-ce que je veux juste impressionner ? Celui qui avance en silence grandit plus fermement, car il se concentre sur le processus, pas sur la réaction des autres. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence appliquée. Parfois, les personnes à qui tu partages tes plans peuvent, sans le vouloir, te saboter. Un commentaire critique, une blague mal intentionnée ou même un éloge démesuré peuvent altérer ton focus. Protéger le début, c'est te blinder de ce bruit pour que ce que tu construis grandisse suffisamment pour résister aux tempêtes externes. Tu dois aussi protéger ton temps. Lorsque tout le monde sait que tu commences quelque chose, les distractions déguisées en conseils, invitations et même pression pour accélérer les processus apparaissent. Mais ce qui naît dans la précipitation a tendance à se briser rapidement. La patience en silence te donne l'espace pour faire des erreurs, corriger et avancer sans la pression du regard des autres. Le véritable progrès n'a pas besoin de témoins dans ses premières étapes. Ce dont il a besoin, c'est de constance et de concentration. Demande-toi si ton envie de partager vient de ton désir de créer ou de ton besoin d'être validé. Chaque fois que tu choisis de garder le silence sur un projet en formation, tu renforces ta discipline et ton engagement envers le résultat, pas envers l'approbation. Lorsqu'il sera temps de le montrer, que ce soit parce qu'il est déjà prêt à se tenir seul et non parce que tu sens que tu dois prouver quelque chose. Le début de tes projets mérite le même respect qu'une forêt nouvellement plantée. Tu la protèges du vent, des curieux et des tempêtes jusqu'à ce que les racines soient fermes. C'est le secret que les impatients ne comprennent pas. Le silence précoce n'est pas un obstacle, c'est l'engrais qui fait que le progrès grandit plus fort et plus durable. 2. Montre seulement les résultats, pas les promesses. Les promesses sont bon marché. Elles sont dépensées facilement et se brisent aussi rapidement qu'elles sont prononcées. Nous vivons entourés de personnes qui parlent de leurs grands projets, qui remplissent l'air de paroles sur ce qu'elles vont accomplir un jour. Et là, elles restent, comme de la fumée qui se dissipe. Celui qui parle trop de ce qu'il va faire finit par épuiser l'énergie qu'il devrait utiliser pour le faire. Tu n'es pas ici pour gonfler des mots. Tu es ici pour construire des résultats qui parlent pour toi. Pense au guerrier qui, avant la bataille, annonce à grands cris qu'il vaincra son ennemi. Toute cette fanfaronnade ne lui donne ni force ni habileté. Elle ne fait que prévenir les autres et expose ses intentions. En revanche, le véritable stratège ne dit rien, attend le moment opportun et laisse le résultat de ses actions devenir la seule déclaration nécessaire. Tu dois faire de même avec tes objectifs. Laisse ton avancement être ce que les autres voient, pas tes discours sur ce que tu vas accomplir. Montrer seulement les résultats est un acte de respect pour toi-même et pour ton temps. Les promesses
crée des attentes, et les attentes deviennent des chaînes. Chaque fois que tu annonces quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu te mets sous la pression de le réaliser devant les autres, pas devant toi. Et quand tu ne réussis pas immédiatement, cette pression se transforme en honte ou en anxiété. Le silence, en revanche, te permet de travailler sans le poids des regards des autres. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe n'est pas l'apparence, mais l'essence. Sénèque avertissait que nous ne devons pas vivre pour impressionner, mais pour nous renforcer en vertu et en discipline. En ne montrant que ce qui est accompli, tu élimines à la racine le besoin de paraître. Tu arrêtes de perdre du temps en explications et tu l'investis dans l'effort réel qui transforme ta vie. De plus, il y a un pouvoir psychologique dans le fait de ne pas annoncer tes plans. Quand tu gardes pour toi ce que tu vas faire, tu concentres l'énergie sur l'action. Parler trop disperse l'attention. Chaque mot que tu prononces sur un projet encore inachevé est comme libérer de l'air d'un ballon que tu as besoin de gonfler pour voler. C'est pourquoi les grandes avancées naissent souvent en silence et apparaissent soudainement, surprenant tout le monde. Montrer des résultats au lieu de promesses renforce également ta crédibilité. Dans un monde plein de bouches qui promettent et de mains vides qui ne tiennent pas, celui qui présente des faits sans annonce préalable se distingue immédiatement. Tes résultats deviennent indiscutables. Il n'y a pas d'argument contre ce qui est déjà fait. C'est une déclaration de caractère. Tu ne parles pas de ce que tu vas faire, tu le fais et tu le prouves. Un autre avantage de taire les promesses est que tu réduis le risque d'interférence externe. Quand tu racontes ce que tu penses accomplir, tu attires inévitablement des opinions, des conseils non sollicités et des critiques qui peuvent semer le doute. En ne donnant pas d'indices, personne ne peut te saboter, même pas avec des mots. Tu agis en silence, tu travailles sans interruption et tu laisses ton succès être un coup inattendu pour ceux qui n'ont jamais cru en toi. Il y a aussi la valeur émotionnelle. Garder le silence sur ce que tu prévois te protège de la déception publique si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Les échecs deviennent des leçons privées, pas des spectacles pour les autres. Ainsi, chaque chute est plus facile à assumer parce qu'il n'y a pas de spectateurs qui attendent de te voir trébucher. Et chaque victoire se sent plus authentique parce qu'elle est le fruit de ton effort, pas une attente imposée par tes paroles. Rappelle-toi ceci. Les promesses ne remplissent pas la table, ni ne construisent de l'avenir. Les mots n'ont de poids que lorsqu'ils sont soutenus par l'action. Montre au monde ce qui a déjà pris forme, ce qui résiste déjà au jugement des faits, et garde pour toi ce qui est encore en cours. À la fin, personne ne se souviendra des discours de ce que tu as dit que tu allais faire, mais tout le monde se souviendra des résultats que tu as obtenus sans prévenir. 3. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Le véritable progrès ne se mesure pas par ce que tu accumules, mais par ce que tu es capable de lâcher. Tout comme un voyageur qui prétend traverser un désert ne peut pas porter tout ce qu'il possède, tu ne peux pas non plus avancer dans ta vie en traînant un poids inutile. Ce qui n'est pas essentiel ne te retarde pas seulement, il consomme aussi ton énergie, ta clarté et ta discipline. Et le plus dangereux, c'est que souvent, tu ne le remarques même pas, car cet excès se déguise en habitude, confort ou même en succès superficiel. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'excès. Plus de choses, plus d'engagement, plus de distraction. On nous apprend à mesurer notre valeur par ce que nous accumulons, alors qu'en réalité, la grandeur réside dans la capacité à réduire, à couper et à ne garder que ce qui compte vraiment. Sénèque l'a dit crûment, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et la majorité de ce gaspillage provient de ce qui n'est pas essentiel dans nos vies. Pense à une forêt dense et enchevêtrée. Parmi tant de broussailles, les arbres les plus forts luttent pour grandir, mais l'excès les limite. Si tu nettoies le terrain, les arbres respirent, grandissent plus haut et se renforcent. Il en va de même pour toi. Lorsque tu retires de ta vie ce qui est superflu, l'essentiel fleurit avec plus de force. Éliminer l'inutile n'est pas une perte, c'est un investissement dans ta clarté et ton pouvoir personnel. Il ne s'agit pas seulement d'objets, bien qu'ils pèsent aussi. Regarde ton environnement. Combien de choses accumules-tu que tu n'utilises pas
qui ne font qu'occuper de l'espace. Chaque objet inutile n'est pas seulement de la poussière dans ta maison, c'est aussi du bruit dans ton esprit. Mais le plus grave se trouve dans l'intangible. Des relations qui n'apportent rien, des engagements qui épuisent ton temps, des pensées répétitives qui t'empêchent d'avancer. C'est là que se cache le véritable fardeau. Éliminer ce qui n'est pas essentiel exige du courage. Car souvent, l'inutile est enveloppé dans l'illusion de la sécurité. Tu maintiens des emplois, des habitudes ou des amitiés qui ne t'apportent plus rien simplement parce qu'il est inconfortable de les lâcher. Mais demande-toi, quel prix paies-tu pour soutenir ce qui n'a plus de sens? La réponse est toujours la même. Tu sacrifies ta liberté, ton énergie et ta possibilité de grandir. Le stoïcisme t'invite à simplifier. Épictète conseillait de distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas, et de centrer ta vie uniquement sur le premier. Tout le reste, aussi attrayant soit-il, est sans importance. La discipline d'éliminer l'inutile est au fond un acte d'autocontrôle. Elle t'oblige à reconnaître que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux que choisir l'essentiel et t'y consacrer avec un engagement total. Fais un inventaire de ta vie. Demande-toi avec une brutalité honnête, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Si cela ne s'ajoute pas, cela se soustrait. Et si cela se soustrait, élimine-le. L'esprit se clarifie lorsque tu cesses de porter ce dont tu n'as pas besoin. Le temps se multiplie lorsque tu ne le donnes plus à l'inutile. Et la discipline se renforce lorsque tu concentres toute ton énergie sur ce qui compte vraiment. Éliminer ce qui n'est pas essentiel n'est pas un sacrifice, c'est un acte de libération. Car chaque chose inutile que tu lâches fait de la place pour l'important. Celui qui comprend cette leçon vit avec plus de légèreté, plus de concentration et plus de pouvoir sur lui-même. La vie ne consiste pas à avoir plus, mais à être plus. Et on n'est plus que lorsque l'on apprend à vivre avec l'essentiel. 4. Construis une routine solide et personnelle. Le chaos est l'ennemi silencieux du progrès. Là où il n'y a pas d'ordre, le temps s'échappe comme du sable entre les doigts et le potentiel est gaspillé. Celui qui n'établit pas une routine vit à la merci des impulsions, des circonstances et des distractions externes. Si tu veux des résultats réels, tu as besoin de plus que de la motivation. Tu as besoin d'une routine qui te soutienne même les jours où tu n'as pas envie de continuer. Pense à une rivière en crue. L'eau a de la force, mais sans lit, elle détruit plus qu'elle ne nourrit. Au contraire, lorsque le lit est solide, l'eau coule avec direction et fertilise tout sur son passage. Ta routine est ce lit. Elle n'est pas là pour t'enchaîner, mais pour canaliser ton énergie là où elle doit aller. Sans elle, tu peux avoir du talent, de grandes idées et de la détermination, mais tu perdras de la force au milieu du désordre quotidien. Une routine solide ne signifie pas répéter un modèle rigide qui t'étouffe. Il s'agit de concevoir un système qui fonctionne pour toi, qui protège ton temps et qui transforme les actions clés en habitudes inévitables. Les stoïciens comprenaient que la discipline n'est pas une prison, mais un outil pour la liberté. Marc Aurèle se levait chaque jour avec la même réflexion, se rappeler qu'il était fait pour le travail, pas pour le loisir. C'est ce que fait la routine, te rappeler qui tu es et pourquoi tu es ici, même lorsque ton humeur veut te tromper. Construire une routine personnelle implique une honnêteté brutale. Tu dois reconnaître quelles sont les activités qui te rapprochent vraiment de tes objectifs et lesquelles ne font que remplir l'espace pour que tu te sentes occupé. Beaucoup confondent être occupé avec progresser, mais ce n'est pas la même chose. Une routine efficace élimine le bruit et réserve tes meilleures heures pour ce qui exige ta concentration maximale. La solidité de la routine te protège les jours difficiles. Il y aura des matins où tu ne voudras pas te lever tôt, des moments où les distractions t'appelleront avec force, ou des après-midi où ton esprit cherchera des excuses pour repousser l'important. C'est là que la routine entre en jeu. Elle ne te demande pas si tu veux le faire. Elle te rappelle simplement que c'est ce que tu dois faire. C'est ton ancre au milieu du chaos. Mais il ne suffit pas d'avoir une routine. Elle doit être personnelle. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas te convenir. Tu dois t'observer,
comprendre tes rythmes d'énergie et ajuster tes habitudes à ta propre nature. Un véritable progrès n'est pas atteint en copiant la vie d'un autre, mais en construisant un système adapté à ta réalité, mais assez solide pour ne pas s'effondrer face au moindre imprévu. L'erreur la plus courante est de chercher la motivation au lieu de construire des habitudes. La motivation est volatile. Un jour elle est avec toi, le lendemain elle disparaît. La routine, en revanche, ne dépend pas de ton état émotionnel. C'est ce que tu fais sans négocier avec ton humeur, parce que tu as décidé que cela fait partie de ton identité. Celui qui se discipline dans la routine ne se demande plus s'il en a envie, il agit simplement. Imagine que chaque bloc de ta routine est une brique. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, ces briques élèvent des murs solides qui protègent ton progrès. Chaque heure que tu consacres à la bonne habitude est un pas de plus vers la vie que tu désires. Construire une routine solide et personnelle n'est pas une option pour celui qui veut progresser. C'est une condition indispensable. Parce que le succès n'arrive pas par accident ni par des coups de chance. Il arrive comme le résultat de petites actions répétées jour après jour, jusqu'à ce que l'effort accumulé se transforme en résultats inévitables. Celui qui maîtrise sa routine maîtrise son destin. 5. Écrivez vos objectifs et revoyez-les fréquemment. Un esprit sans direction est comme un bateau sans boussole. Il peut avoir un moteur puissant, mais il finira à la dérive, emporté par des courants étrangers. Il en va de même pour ceux qui comptent sur se souvenir de leurs objectifs sans les écrire. Les idées qui ne sont pas mises sur papier deviennent fragiles, se diluent avec le temps et finissent par se perdre parmi de nouvelles distractions. Écrire vos objectifs n'est pas un acte trivial. C'est une déclaration d'intention envers vous-même. Le simple fait de les écrire transforme un désir abstrait en un engagement concret. Quand qu'elles restent dans l'esprit, les objectifs ne sont que des fantasmes. Lorsque vous les écrivez, vous leur donnez forme, poids et direction. C'est comme tracer une carte. Il ne suffit pas d'avoir une idée vague de la destination. Vous devez voir le chemin clairement pour pouvoir le parcourir. Chaque mot que vous mettez sur papier devient une encre qui vous rappelle où vous devez aller, même lorsque les émotions tentent de vous détourner. Les stoïciens valorisaient l'exercice de la réflexion écrite. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour lui-même, pas pour les autres. Il le faisait pour garder l'esprit aligné avec ses principes, pour revenir à l'essentiel lorsque les préoccupations de l'Empire le poussaient vers le désordre. Écrire ne sert pas seulement à organiser vos objectifs, cela ordonne également votre pensée, vous confronte à vos contradictions et vous oblige à être honnête sur ce que vous cherchez réellement. Lorsque vous écrivez vos objectifs, vous cessez de les fuir. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne les avez pas dit, vous ne pouvez pas les changer chaque jour selon votre humeur. Ils restent là, fermes, comme un rappel silencieux de ce que vous avez promis à votre avenir. Ce malaise est nécessaire, car il vous oblige à rendre des comptes à vous-même. Mais il ne suffit pas de les écrire une seule fois et de les oublier. Un objectif non révisé se flétrit. La révision fréquente maintient la direction vivante et permet d'ajuster le cap si nécessaire. La vie change, vous changez, et vos plans doivent évoluer avec vous. Réviser vos objectifs ne signifie pas en douter, mais vous assurer qu'ils restent alignés avec ce qui compte vraiment aujourd'hui. Faites de cette habitude un rituel. Prenez un moment de la semaine ou du mois pour revoir ce que vous avez écrit. Demandez-vous en toute sincérité, est-ce que j'avance ou est-ce que je m'occupe seulement? Est-ce que je poursuis cela parce que je le veux ou parce que je l'ai voulu une fois et que je n'ai pas osé le lâcher? Cette pratique évite de gaspiller des années sur des chemins qui ont cessé d'avoir un sens. De plus, écrire et revoir vos objectifs renforce votre discipline. Chaque fois que vous les lisez, vous renforcez l'engagement émotionnel envers eux. C'est comme si vous rallumiez le feu intérieur qui vous a poussé à commencer. Dans les jours difficiles, cette liste écrite sera le rappel qui vous maintiendra ferme lorsque la motivation aura disparu. Un objectif clair sur le papier élimine également les excuses. Vous ne pouvez pas vous tromper en disant que vous ne saviez pas ce que vous vouliez accomplir, ni blâmer les autres pour vos déviations. Le papier ne ment pas,
Et cette transparence brutale est le meilleur moteur pour continuer à avancer. Beaucoup sous-estiment cette habitude parce qu'elle semble trop simple. Mais c'est justement dans la simplicité que réside sa puissance. Vous n'avez pas besoin d'applications sophistiquées ni de systèmes compliqués. Un cahier et un stylo suffisent. L'acte physique d'écrire grave l'intention plus profondément que toute note numérique éphémère. Le progrès n'est pas le fruit du hasard, mais de la clarté. Écrire vos objectifs et les revoir fréquemment est le moyen le plus simple et le plus puissant de maintenir le cap, d'éviter de vous perdre dans le bruit et de progresser avec une direction ferme. Le papier devient votre allié silencieux, un rappel que votre avenir dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui et de la constance avec laquelle vous les suivez. 6. Corrige et ajuste en silence. Le progrès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, semé d'embûches et de détours imprévus. Beaucoup abandonnent parce qu'ils s'attendent à ce que tout soit parfait dès le départ, mais cette attente est puérile. Les véritables avancées appartiennent à ceux qui acceptent les erreurs comme partie intégrante du voyage et apprennent à les corriger avec sérénité. Pourtant, le plus important n'est pas seulement de corriger, mais de le faire en silence, sans transformer chaque ajustement en spectacle public. Pense à un horloger réparant une vieille montre. Il n'a pas besoin d'annoncer chaque vis qu'il tourne, ni d'expliquer chaque engrenage qu'il manipule. Il travaille avec précision, en silence, concentré pour que chaque pièce trouve sa place. Tu devrais aborder ton propre progrès de la même manière, avec calme, sans fanfare, en ajustant là où c'est nécessaire jusqu'à ce que tout fonctionne. Parler des erreurs pendant qu'on les corrige ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela leur donne une visibilité inutile et vole de l'énergie à la solution. Le silence dans le processus de correction est une manière de protéger ta concentration. Chaque fois que tu exposes tes échecs ou les changements que tu comptes faire, tu t'ouvres aux opinions, aux jugements ou aux conseils qui, loin d'aider, risquent de te détourner. Le progrès a besoin de concentration, pas de bruit. Ajuster en silence signifie que ta priorité est le résultat, pas ce que les autres pensent du chemin. Les stoïciens enseignaient qu'il ne faut pas se soucier du regard extérieur, mais de notre vertu et de notre discipline. Sénèque insistait sur le fait que le sage ne se justifie pas et ne cherche pas d'excuses. Il agit simplement mieux la fois suivante. Corriger en silence, c'est appliquer cette leçon. Tu ne cherches ni approbation ni compassion, tu cherches l'efficacité. Accepter l'erreur sans dramatiser est un signe de force. Certains, au moindre faux pas, rendent public leurs remords ou leurs frustrations, comme si exposer leurs blessures pouvait la guérir. Mais ce besoin de montrer sa faiblesse ne fait que retarder la guérison. L'erreur ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu y réponds. Et la réponse la plus puissante, c'est l'action silencieuse qui transforme l'échec en apprentissage. Ajuster en silence, c'est aussi faire preuve de flexibilité. Souvent, le plan initial doit être modifié, et il n'y a aucune honte à cela. S'accrocher à un plan par orgueil, c'est se condamner à la stagnation. Celui qui ose corriger fait preuve d'intelligence. Celui qui le fait discrètement montre de la maturité. Quand tu apprends à changer de cap avec naturel et discrétion, tu avances plus vite parce que tu ne perds pas de temps à te justifier. En outre, chaque correction silencieuse renforce ta maîtrise de soi. Travailler à t'améliorer sans dépendre de la validation extérieure t'apprend à faire confiance à ton propre jugement. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir identifié l'erreur, ni pour l'avoir corrigée. Le vrai progrès est une récompense en soi. Il y a aussi un aspect émotionnel. Corriger en silence évite que les critiques ou les attentes des autres n'interfèrent avec ton processus. Les gens ont tendance à juger ce qu'ils ne comprennent pas et donneront souvent leur avis sur des changements qu'ils ne sont pas en mesure de saisir. Si tu gardes l'ajustement comme quelque chose de privé, tu te libères de ce fardeau et travailles à ton propre rythme. Pense aux grands inventeurs, artistes et leaders. Tous ont dû corriger encore et encore avant d'atteindre quelque chose d'admirable. Leur première version était rarement parfaite, mais ils n'ont pas arrêté leur élan pour s'expliquer au monde.
Ils ont continué, peaufinant en silence, jusqu'à ce que leur œuvre parle pour eux. La véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas échouer, mais dans celui de se relever, de corriger et d'aller de l'avant sans transformer chaque pas en discours. Chaque erreur que tu surmontes en silence devient une brique qui renforce ton caractère. Ainsi, lorsque les autres verront ton progrès final, ils ne sauront pas combien de fois tu as dû ajuster ton parcours. Ils verront seulement la solidité de ce que tu as construit. Voilà le pouvoir du silence. Il transforme tes faux pas en fondations invisibles sur lesquelles s'élève ta grandeur. 7. Protège ton attention comme un trésor. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais la plupart des gens la donnent aussi facilement qu'ils offrent une salutation. Ce n'est pas le temps que tu perds le plus, mais la concentration. Tu peux avoir 24 heures dans la journée, mais si ton esprit est divisé entre distractions, plaintes et pensées inutiles, le temps devient du sable glissant entre tes doigts. Pense à ton attention comme un faisceau de lumière concentrée. Lorsqu'il est focalisé sur un seul point, il brûle et perce même le métal le plus dur. Mais lorsqu'il est dispersé, il n'a pas la force de chauffer même une feuille. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Concentré, il est puissant, dispersé, il est inoffensif. Le problème est que nous vivons dans un monde qui cherche à la capturer à tout prix. Et si tu ne la protèges pas, d'autres l'utiliseront à leur propre fin. Les réseaux sociaux, les rumeurs, les opinions des autres et les trivialités du quotidien sont des voleurs d'attention déguisés en divertissement ou en urgence. Chaque notification que tu vérifies sans raison, chaque discussion inutile à laquelle tu participes est une pièce de ton trésor que tu donnes sans rien recevoir en retour. C'est pourquoi le progrès ne se mesure pas seulement par ce que tu fais, mais aussi par ce que tu décides d'ignorer. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les choses extérieures, mais que nous pouvons contrôler ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Si tu permets à tout d'envahir ton attention, tu deviens l'esclave du chaos. Protéger ton attention signifie ériger un mur invisible qui filtre ce qui mérite ton énergie mentale et ce qui ne le mérite pas. L'attention, une fois fragmentée, est difficile à récupérer. C'est pourquoi tu dois apprendre à la garder comme si c'était de l'or, en limitant le temps que tu consacres au bruit, en t'éloignant des conversations qui n'apportent rien et en résistant à la tentation de réagir à chaque stimulus. Le silence stratégique dont nous avons parlé jusqu'à présent trouve sa force ici, car seul celui qui maîtrise son attention peut rester silencieux face à ce qui ne mérite pas de réponse. La protection de ton attention est aussi une déclaration de priorité. Ce qui reçoit ton attention constante se renforce, ce que tu ignores se flétrit. Si chaque jour tu donnes ta meilleure énergie à des choses triviales, ne t'attends pas à voir grandir ce qui compte vraiment. Celui qui avance vraiment choisit avec soin où il investit ses pensées, car il sait que la concentration est le sol fertile où germent les actions. Cet acte de protéger ton attention ne consiste pas à devenir indifférent au monde, mais à ne pas permettre au monde de décider pour toi. Chaque fois que tu résistes aux distractions, tu affirmes ta liberté. Chaque fois que tu choisis d'ignorer ce qui est sans importance, ton esprit devient plus aiguisé, plus fort et plus difficile à briser. Ton attention est une arme et un refuge. Si tu la perds, tu perds le contrôle de ta vie. Si tu la maîtrises, tu construis le progrès dont d'autres ne font que rêver. Protège ton attention comme le trésor qu'elle est, car tout ce que tu es capable d'accomplir en dépend. 8. Célèbre le progrès uniquement en privé. Tout ce qui brille ne doit pas être montré au monde. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin d'annoncer chaque réalisation, aussi petite soit-elle, en attendant des réactions, des applaudissements et une validation externe. Mais cette quête constante de reconnaissance est un piège subtil qui affaiblit le caractère. Celui qui apprend à célébrer en privé conserve sa force intacte, car il ne dépend pas des applaudissements des autres pour se sentir en paix avec ses progrès. Le véritable progrès n'a pas besoin de publicité. C'est comme la croissance des racines d'un arbre, profonde, silencieuse et invisible pour les autres, mais absolument vitale.
Lorsque tu célèbres en silence, tu protèges l'essence de ton succès du bruit et des attentes des autres. Il n'y a rien à prouver, car la récompense n'est pas dans l'approbation publique, mais dans la satisfaction intime de savoir que tu as donné le meilleur de toi-même. Chaque fois que tu montres tes victoires au monde, tu ouvres la porte aux comparaisons, aux jugements et aux critiques inutiles. Même les éloges peuvent être dangereux. Ils gonflent l'ego et génèrent une pression pour maintenir une image. Le silence te libère de ce fardeau, car il te permet de profiter de ce que tu as accompli sans en faire un spectacle. Les stoïciens croyaient que la véritable valeur d'une action réside dans sa vertu, pas dans sa renommée. Sénèque avertissait que la gloire externe est volatile, mais l'honneur interne perdure. Célébrer en privé est une façon de te rendre hommage à toi-même, de reconnaître ton effort sans céder le contrôle de ta joie aux autres. De plus, l'habitude de partager chaque réalisation peut épuiser ta motivation. Lorsque l'applaudissement externe devient la récompense principale, tu cesses de travailler pour le progrès en soi et tu commences à le faire pour la reconnaissance. C'est une chaîne invisible qui piège beaucoup de gens et leur vole leur authenticité. Célèbre en privé pour garder ton focus sur ce qui compte. Continuer à avancer. Garde ces moments pour toi, ou partage-les seulement avec ceux qui valorisent vraiment ta croissance, pas avec ceux qui la jugent ou l'envient. La véritable victoire n'a pas besoin de bruit. Le fier silence de savoir que tu as grandi, que tu as surmonté un défi et que tu es un pas de plus vers la personne que tu veux être suffit. Le silence, lors de la célébration, n'éteint pas la grandeur de ton succès. Il l'amplifie, parce qu'il le protège de la superficialité et maintient vivante la flamme interne qui te pousse à continuer. Celui qui apprend à savourer ses victoires en silence démontre qu'il n'a pas besoin de témoins pour se sentir complet. Sa propre conscience lui suffit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,